Bonjour les amis et bienvenue dans l'almanach des Fées célestes. Bonjour Christophe, Bonjour Claire. merci d'être avec moi pour présenter ce bulletin astronomique pour la période du 13 au 21 mars 2025, la troisième phase de la première lune de printemps nord, automne sud. C'est donc de la pleine lune au dernier quartier. Donc, pour commencer, je salue tous nos nouveaux abonnés, nos déjà anciens abonnés également. Merci à tous de votre intérêt et de votre soutien. Et donc, on continue. Vous pouvez mettre des likes, des commentaires. Plus il y en a, mieux c'est. Likes et des commentaires, vous pouvez partager. Donc, ravi d'être avec vous pour partager d'abord cette passion de l'astronomie. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir, enfin, ces soirs et ces nuits de la semaine? Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir, mais qui se passe quand même? Et ensuite, on fait des commentaires astrologiques. Mais je vous recommande vivement de commencer par mettre réellement les pieds sur terre dans votre bulle locale et les yeux au ciel et contempler ce que nous offre le ciel. Et en ce moment, ça va être pas mal. D'abord, la pleine lune, la nuit du 12 au 13. On a déjà vu ça un petit peu la semaine dernière, dans le bulletin de la semaine dernière. Donc, au jour de la pleine lune, elle se lève au coucher du soleil et culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève, à peu près. Puis, de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit et donc culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche de plus en plus tard dans la matinée. C'est ainsi que si vous voyez la lune le matin et que vous savez plus où on en est de la lune, vous pouvez savoir que nous sommes en lune décroissante si vous la voyez dans le ciel en fin de nuit et le matin, tandis que si vous la voyez dans le ciel l'après-midi et en début de nuit, nous sommes en lune croissante. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on va d'abord un petit résumé des événements, au risque d'oublier après. Donc je partage l'affiche. Tout, voilà, voilà. Voilà, est-ce que tu vois bien Christophe? Oui, Ça a bien basculé au bon endroit, alors c'est parfait. Donc, c'est pour la troisième phase de la première lune de printemps nord, hiver sud, de la pleine lune le 13 avril à 2h31, hein, c'est bien ça, soit 0h, 2h21, soit 0h21 temps universel, au dernier quartier, le 21 avril à 3h35, donc 1h35, toujours au milieu de la nuit. Donc, la pleine lune étant dimanche 13 à 2h21, c'est bien le 12 au soir qu'on va la voir se lever, pleine, donc à côté de l'étoile Spica, à laquelle elle est conjointe le 13 au matin, 4h07. Donc à la fin de la nuit, la Lune et Spica sont collées. On va revoir ça. Ensuite, elle entre dans le signe du Scorpion, car Spica, de nos jours, signe, marque le 25e degré du signe de la Balance. Donc peu de temps après avoir sa conjonction à Spica, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Lundi 13 à 15h54, elle est à l'apogée, au plus loin de la Terre. Lundi 14 à 0h32, donc à partir de là, la distance Terre-Lune diminue jusqu'au périgée, qui advient le 27 avril, je crois. Mardi 15, elle rentre dans les limites zodiacales nord. Non, elle sort des limites zodiacales sud. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Elle est en déclinaison sud déjà depuis la semaine dernière. Et là, elle descend, et en déclinaison, et elle sort des limites zodiacales mardi 15 à 19h31. Elle atteint sa déclinaison minimale vendredi 18 à 15h12. Elle est 28 degrés 38 minutes en dessous du plan équatorial. Et elle rentre dans les limites zodiacales juste après le dernier quartier, lundi 21 à 7h47, donc dans les limites zodiacales sud. À partir de sa déclinaison minimale, bien sûr, elle remonte en déclinaison. Donc elle est à l'apogée, elle est hors limite zodiacale. Elle entre dans le signe du Sagittaire mercredi 16 à 4h37 et elle est conjointe à Antares qui marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire en raison de la précession des équinoxes, de même que Spica marque le 25e degré du signe de la Balance. Ça se décale d'un degré tous les 72 ans.
Donc là, elle est conjointe à Antares jeudi 17 à 0h52. Et étant donné ses grandes amplitudes en déclinaison, bah, ces temps-ci, elle passe en dessous, c'est-à-dire au sud d'Antares, ce qui est assez extraordinaire, car quand même la majorité du temps, elle passe au-dessus et voire largement au-dessus d'Antares, mais ces derniers temps, et pour encore un petit peu, mais ça diminue maintenant, depuis fin janvier, où il y avait le cumul, le plus, la correspondance de la déclinaison et de la latitude maximale en même temps, ce qui lui donne des bons 28 degrés de déclinaison maximale, ce qui la fait passer en dessous d'Antares quand elle est en déclinaison sud, quand elle est conjointe Antares, bien sûr. Donc on continue. Vendredi 18, elle atteint sa latitude minimale. C'est encore très proche de sa déclinaison minimale. Latitude, c'est dans le plan de l'écliptique, soit le plan Terre-Soleil. Il y a 5 degrés, elle est 5 degrés en dessous du plan de l'écliptique. C'est régulier, c'est au carré de l'axe des nœuds, et on appelle ça le ventre du dragon. Et actuellement, l'axe l'axe du dragon, c'est 27e, donc Sagittaire et donc Gémeaux, et donc l'axe des nœuds est au carré de ça, donc c'est 27e euh, Vierge, Poisson. Poisson, Vierge, l'axe des nœuds. Là, c'est sa latitude minimale. Donc ensuite, déclinaison minimale. Ensuite, elle entre dans le signe du Capricorne vendredi 18 à 16h11. Donc à partir de ce moment, elle remonte hein, en déclinaison comme en latitude. Quand c'est en Capricorne, c'est déjà que ça remonte. Là, après, elle entre dans le signe du Verseau lundi 21 à 1h21. Et c'est le dernier quartier, lundi 21 à 3h35. Elle est alors à ce moment-là dans le deuxième degré du signe du Verseau, le Soleil dans celui du Taureau, car on va voir que le 19 avril à 20h56, le Soleil entre dans le signe du Taureau. Et du point de vue du Soleil, la Terre entre dans le signe du Scorpion. C'est un point de vue juste réciproque. Et là, on est en géocentrique, le Soleil entre dans le signe du Taureau. 30 degrés, enfin longitude 30 à 60 sur les 360 degrés de l'écliptique, tout simplement. Et elle y reste jusqu'au 20 mai. Elle est dans le signe du Taureau jusqu'au 20 mai, 20h54. Le Soleil est dans le signe du Taureau jusqu'au 20 mai, 20h54. Donc voilà, et après le dernier quartier, elle rentre dans les limites zodiacales sud, on l'a dit, et elle est conjointe à Pluton, l'invisible planète naine Pluton, bien sûr, de magnitude 14. Donc on risque pas de la voir. Il faut vraiment. Maintenant, c'est difficile. Mais elle est là. C'est difficile. Il y a, à l'époque où elle a été proche de la Terre, c'est-à-dire dans les années fin 80, 90 et jusqu'en 2010 à peu près, elle était de magnitude 12-13. Maintenant, elle est magnitude 14-15. C'est difficile pour des instruments d'amateurs. Bon, alors ensuite, il n'y a pas que la Lune. Que fait le reste? On a Vénus qui reprend son mouvement direct. Donc le 10 dans le plan équatorial et le 13 dans le plan écliptique, dans le 25e degré du signe des Poissons. Donc elle s'était avancée jusque dans le signe du Bélier et elle a reculé, elle est revenue dans le signe des Poissons et devant, là elle est devant la constellation des Poissons, ça elle n'en est pas sortie du coup, et elle reprend son mouvement direct jusqu'au 3 octobre 2026, on en a pour un an et demi. Elle fait plus d'un tour complet du zodiaque avant de se retrouver en, à nouveau rétrograde pour sa conjonction inférieure. Et elle finira sa boucle de rétrogradation le 16 mai. Ensuite, nous avons Mercure qui, elle, a repris sa rétrogradation le 7 avril, son mouvement direct, pardon, le 7 avril, qui, comme Vénus, je vous le rappelle, elles avaient été toutes les deux quasiment simultanément en conjonction inférieure le 23 et le 24 mars, donc alignement Soleil, Mercure, Vénus, Terre, et puis Saturne, Neptune tout au fond. Et là, donc, Mercure, elle a repris son mouvement. Quand elles sont en conjonction inférieure, Vénus et Mercure, elles sont rétrogrades. Là, Mercure a repris son mouvement direct et donc rentre à nouveau, pour la deuxième fois, dans le signe du Bélier. Et elle va y rester jusqu'au 10 mai. Elle y avait déjà été du 3 au 30 mars. Nous avons, alors je finis avec Mercure, hein, j'aime bien faire chacun son tour. Donc Mercure, il se passe plein de choses. Elle est conjointe à Neptune.
Mercure est conjointe à Neptune, mais ni l'une ni l'autre ne sont vraiment visibles. Neptune, pas du tout encore. Elle redeviendra visible en fin de nuit, en juin. Et Mercure est très difficile à voir, bien qu'elle soit à son élongation maximale, voilà, le 21. Mais malgré cela, elle est en latitude sud, donc de plus en plus bas. Ça décolle pas elle décolle à peine de quelques degrés au-dessus du plan de l'horizon. Elle se lève que quelques 45 minutes avant le soleil. Enfin, donc, elle est vraiment invisible, sauf si vous êtes à 3000 mètres d'altitude, truc parfait. Peut-être là, vous aurez une chance. Et donc, elle est conjointe à Neptune, mais ça ne se voit pas. Mais ça se passe dans le premier degré du signe du Bélier, les amis. Ensuite, Mercure est également à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, toujours le jeudi 17 à 15h21. Il y a des conjointes Neptune, à l'aphélie, ça va loin, ça va très très loin. Ensuite, Mercure fait-elle autre chose encore? Ben oui, ce que je vous ai dit, son élongation maximale à l'ouest du Soleil. Donc, c'est l'élongation maximale ouest, l'élongation ouest, la planète est du matin. Quand c'est l'élongation est, elle est du soir. Donc, ben, difficile à voir, voilà. Et à ce moment-là, elle est dans le 5e degré du signe du Bélier, toujours devant la constellation des Poissons. Alors, il se passe encore Mars, qui était également à l'aphélie. Alors, Mercure, c'est tous les 3 mois, mais Mars, c'est tous les 2 ans et 2 mois. Donc, Mars est au plus loin du Soleil, à 1,666 et quelques unités astronomiques, soit 248 millions de kilomètres. Donc, c'est là qu'elle est au plus loin du Soleil. Et c'est en héliocentrique, c'est toujours au même degré du zodiaque, 7e degré du signe de la Vierge, périhélie, 7e Poisson. C'est pareil, ça se décale d'1 degré à peu près par siècle, c'est tout. Sinon, c'est fixe, tandis qu'en géocentrique, bien sûr, sa longitude est variable et sa latitude aussi, bien sûr. Et elle est dans le 30e degré du signe de Cancer en géocentrique, car elle va rentrer dans le signe du Lion, Mars. Mars entre dans le signe du Lion vendredi 18 à 6h20. Donc longitude 120 à 150 degrés. Latitude plus de 15 descend, elle y reste jusqu'au 17 juin où elle entrera dans le signe de la Vierge. Elle a déjà été dans le signe du Lion du 4 novembre au 6 janvier dernier et elle est revenue dans le signe du Cancer à cause de sa rétrogradation qui a eu lieu du 7 décembre au 24 février. Donc là maintenant elle est en Lion jusqu'au 17 juin. Blum, blum, blum. Et puis on a aussi Saturne qui avance. Ah puis attends, on finira en beauté avec le Soleil. Donc Saturne qui avance et arrive devant la constellation des Poissons. Alors elle va, comme elle aussi, elle va être rétrograde à partir du mois de juin, fin juin, pour 5 mois à peu près. Elle va revenir le 29 septembre devant le Verseau jusqu'au 15 janvier. Et elle, voilà, elle reviendra définitivement pour un long moment devant la constellation des Poissons. Mais là, elle y arrive, elle revient en arrière, elle revient devant le Verseau et elle repartira ensuite devant les Poissons. À ce moment-là, elle est dans le 27e degré du signe des Poissons en géocentrique. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous allons finir avec le Soleil. Le Soleil qui arrive devant la constellation du Bélier, donc celle qu'on ne voit pas dans le ciel, hein, quand le Soleil est devant tout ce qui est devant de la constellation du Bélier, un petit peu avant, un petit peu après, il y a le Soleil devant, donc on les voit pas. Le Soleil est devant la constellation du Bélier jusqu'au 14 mai. Quand il arrive de nos jours devant la constellation du Bélier, il est dans le 30e degré du signe du Bélier. Et donc, samedi 19, peu de temps après, à 20h56, 21h56, il entre dans le signe du Taureau, donc jusqu'au 20 mai, 20h54. Et en plus, pour le dernier quartier, mais alors à 1 minute près, les amis, hein, 3h34, 3h35 pour le dernier quartier, le Soleil est au carré de Mars dans le plan écliptique. C'est la quadrature est de Mars, donc celle qui vient après l'opposition et avant la conjonction. Ça veut dire que Mars, on va la voir de moins en moins facilement, mais néanmoins, elle est encore bien, bien visible en ce moment. On a comme planète à voir le soir Jupiter et Mars. Donc, faut en profiter. On voit Mars, elle est très haute encore. Le carré aura lieu le 1er mai en ascension droite dans le plan équatorial. Et la Terre sera au carré de Mars le 1er juillet en héliocentrique. Avec Mars, c'est très excentrique. Parce que autant avec les autres planètes,
les trois événements dans les trois référentiels, géoécliptique, géoéquatorial et hélioécliptique, bon, ça se tient dans une quinzaine de jours avec certaines planètes comme Jupiter, Saturne. Là, avec Mars, c'est plutôt sur 4 5 mois que il y a des. ça- ça- Or, ce sont des événements qui sont liés, mais ne se produisent pas au même moment. Et alors, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire, c'est que lors de sa quadrature ouest précédente, donc l'année dernière, elle a eu lieu en héliocentrique, tenez-vous bien, exactement. Donc, c'est la Terre qui est carrée à Mars. La Terre était alors au 10e Cancer et Mars. Balance, c'est pas possible, hein. Bah si. Euh, ou c'est Bélier, non, c'est Mars est en Bélier, bah oui, il peut pas être dans le même signe. 10e Capricorne Bélier, peut-être bien. Oui, c'était il y a un an. Donc la Terre était au même degré. Impressionnant. Des coïncidences. Bon, ben, je ne me tarde pas dessus, mais quand même, hein. En faisant ce travail, des fois, je tombe sur ah, c'est incroyable. Parce que ça c'est pas obligé, quoi, du tout. Alors, comme je vous disais, visibilité des planètes le soir, c'est Jupiter et Mars. Jupiter se couche vers 1 heure du matin et Mars culmine encore en début de nuit, 20h20, et se couche vers 4 heures du matin. Uranus est encore du soir, mais trop bas. Elle se couche trop tôt pour être visible, surtout qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, et pour être observable. Donc, et Vénus, par contre, elle est du matin et gagne beaucoup d'avantages. Elle devient très bien visible dans le ciel du matin. Et juste tout près, ben, il y a Mercure, il y a Saturne et il y a Neptune, mais celles-ci, on ne les voit pas. Bon, Mercure, si vous avez beaucoup de chance, son éclat augmente un peu, mais sa latitude est basse, donc elle est basse sur l'horizon pour l'hémisphère nord. Nous avons aussi des étoiles filantes qui font réapparition dans le ciel, les lyrides d'avril, un fameux essaim, même le plus ancien essaim répertorié par les Chinois, donc par l'humanité, parce que c'est eux qui ont les plus grandes mémoires. Ah oui, voilà, ZHR, taux horaire zénital, très variable, mais ça peut aller jusqu'à 90 météores à l'heure au zénith. Maximum le 22 avril. Voilà. Et la fin des Virginies. Bon, Jupiter, il y a encore quelques phénomènes observables, mais bon, c'est quand Jupiter est là, donc elle se couche de plus en plus tôt, donc on en voit de moins en moins. Les petites planètes, la Lune est conjointe à Vesta le 15 avril, à Junon le 16 avril, et l'astéroïde 37 Fides est opposé au Soleil le 17 avril. Et puis on a une petite occultation d'étoiles par la Lune le 20 avril. En fin de nuit, on voit la réapparition de l'étoile quand une fois il faut que la Lune soit levée, bien sûr. Et on voit apparaître une étoile dans la partie sombre de la Lune. Donc, c'est une étoile magnitude 6, il faut mieux des bonnes jumelles. Et ah ben, que dire encore donc, l'étoile Spica au méridien la minuit, la nuit de la pleine Lune. C'est la semaine des Pâques, 13 avril, Pâques israélite, qui est le jour du 15 du mois Nissan de l'an 5785 dans le calendrier juif. Ensuite, le 20 avril, c'est le jour des Pâques catholiques et aussi de la Pâque orthodoxe qui ne tombe pas forcément le même jour, puisque le calendrier orthodoxe est toujours basé sur le calendrier julien, donc celui d'avant la réforme grégorienne. Et puis en plus, le 15 avril à 14 heures, l'équation de temps est nulle, donc il est midi à l'heure de votre méridien. Donc quand on est à 9 minutes, 2 degrés 15 minutes est, comme nous sommes à peu près, Christophe, toi et moi, sur le méridien de Paris, grosso modo, eh bien ça nous fait 9 minutes de temps avant l'heure de Greenwich pour être au midi vrai. Donc c'est 13h51, puisque à part ça, il est midi à 14 heures. Allez, on va sur Stellarium. Je saute sur Stellarium. Nous y sommes. Alors nous voilà la nuit de la pleine lune. Donc la lune se lève, elle est pas loin de... Je bois un petit peu. Merci. Donc elle est pas loin de Spica de la Vierge. On va les suivre dans la nuit. On va voir que la lune se rapproche. Donc cette pleine lune va culminer beaucoup moins haut que la précédente. Plus on va aller vers plus on va aller vers le solstice d'été, plus les pleines lunes vont culminer bas. Donc là, on est presque à sa culmination. Là, voilà.
Elle culmine à 34 degrés de hauteur. La précédente culminait 15 degrés plus haut, 49 degrés de hauteur, près de Régulus. Et celle-ci, elle est près de Spica et elle culmine à 34 degrés de hauteur. La prochaine culminera encore plus bas. Voilà nos constellations. C'est donc la constellation de la Vierge au milieu de la nuit avec la pleine lune, donc dans la nuit du 12 au 13. Donc on continue et quand elles vont se coucher, ben, elles sont vraiment à touche-touche. Et d'ailleurs, il y a une occultation de Spica par la lune, mais ce n'est pas pour nous. Voilà. Et puis ben, ensuite, on va aller un peu plus tard dans la journée, n'est-ce pas? Après cette pleine lune, on a déjà regardé ça assez en détail la semaine dernière. Donc je passe la journée, je reste à l'ouest. On va voir le ciel de début de nuit. Vous voyez, le soleil, il est là devant la constellation des poissons, puis après, il va arriver devant celle du bélier. Donc, on a dit le 21 ou le 20, je ne sais plus déjà. Euh, Alors, les heures tournent. Voilà, le soleil va se coucher, bien sûr, de plus en plus tard et de plus en plus vers le nord-ouest, tant que nous allons vers le solstice de juin pour nous dans l'hémisphère nord. C'est comme ça que ça se passe. Donc, en début de nuit, à l'ouest, eh bien, on a qu'on va voir briller très bien. Oh mince, je me suis trompé de sens. Voilà, 18h53. Non, je tourne dans le mauvais sens, mes amis. 20h53, il fait pas encore nuit. Voilà. Il faut arriver à 22h pour que ça ressemble à de la nuit, bien. 21h30, allez. À partir de 21h30, il commence à faire nuit. Donc, ce qu'on voit très, très bien maintenant, à l'ouest, on a Jupiter, avec du coup en dessous, Aldébaran du taureau, puisque le taureau va se coucher, ainsi que bah, Orion, les Gémeaux, enfin tout le grand jet de l'hiver. Devant les Gémeaux, nous avons Mars. Et le 10, c'est le jour où elles sont alignées. Maintenant, Mars continue par là. Et là, ce jour où nous enregistrons, nous sommes le 11. Hier soir, elles étaient pile poil alignées, la nuit du 10 au 11. Le Castor, ici, Pollux et Mars. Voilà, les deux étoiles des Gémeaux et la planète Mars alignées. Les deux étoiles changent pas de place, bien sûr, les unes par rapport aux autres, mais Mars continue son chemin vers la constellation du Cancer. Et donc, on a dit qu'elle entrait, elle y est déjà d'ailleurs, dans la constellation du Cancer, oui, c'est ça, depuis il n'y a pas longtemps. Euh, Bah, depuis le 12 avril. Bah, au jour où nous enregistrons, c'est même pas encore fait. Voilà, et donc après, il y aura l'amas de la crèche, là, voilà. Donc, début de nuit, notre grand jet de l'hiver. Alors, on lui dit au revoir, parce qu'après, on le verra plus. C'était chic, Christophe, hein, quand on a pu observer tout ça, là. Quand Christophe est venu chez moi, il y a eu une magnifique nuit. On a sorti le télescope et on s'est rincé l'œil sur Jupiter, sur Mars, sur la grande nébuleuse d'Orion qui est ici, là, voilà. Vous pouvez encore, hein. Bon, voilà, tout ça. Donc, les trois mages, j'ai refait le dernier grand jet de l'hiver. Et puis après, on fait un petit tour de la nuit. Donc, du côté de l'ouest en début de nuit, nous sommes contents de voir les trois mages d'Orion, Rigel, la bleue d'Orion, Sirius du grand chien, la plus brillante, Procyon du petit chien, Castor, enfin Pollux et Castor qui sont honorés par Mars, mais qui Mars n'est pas toujours là, Capella du cocher, vraiment très brillante, on ne peut pas la louper, et Aldébaran du taureau qui se trouve maintenant juste en dessous de Jupiter quand on regarde vers l'ouest. Voilà, alors le reste, en début de nuit, donc dans cette période, on va suivre la Lune un petit peu de soir en soir, mais donc là, en début de nuit, eh bien, c'est le Lion avec son étoile Régulus qui arrive à sa culmination. Voilà, dans cette semaine, le Lion culmine en début de nuit, avec en dessous l'hydre femelle et son étoile Alphare. Et puis la Vierge se lève au sud-est, est-sud-est, avec son étoile Spica, donc à laquelle la Lune est conjointe pour la, la pleine Lune. Et puis on se tourne vers le nord et après on va faire la lune de nuit en nuit qui se lève de plus en plus tard. Donc début de nuit, un petit zénith là, enfin grille zénithale, donc le sommet du ciel c'est là.
Donc début de nuit, Céphée passe au plus bas, Cassiopée passe au plus bas. On les voit pas très très bien. Au plus haut, par contre, c'est la grande ours qui plane là-haut sur le dos avec ses pattes qui sont pratiquement au zénith. Et puis en dessous, à droite, ben, il y a le dragon et la petite ours qui s'élèvent. Voilà, le dragon avec son losange qui fait, enfin, avec la figure qui fait un losange avec le bras d'Hercule, ici. De l'autre côté, du côté gauche, quand on se tourne vers le nord, on voit descendre Persée et son étoile Myrfak, la plus brillante, et puis son étoile, c'est elle, Algol, pardon. Algol, l'étoile variable la plus célèbre et la plus anciennement répertoriée. Voilà, alors maintenant on va guetter les levées de la Lune de soir en soir. Donc la Lune là au début, elle est donc c'est la pleine Lune et elle est donc devant le Lion. Alors elle va se lever, on va voir, on va prendre quelques. Le lendemain, il va falloir prendre quelques heures. Voilà, je vais peut-être aller au milieu de la nuit, on sera renseigné. Donc je suis déjà au 16. Alors le 16, on voit qu'elle va être conjointe à Antares du Scorpion, qui est là, donc elle se lève donc de plus en plus tard et avec peu de décalage, parce que là, elle se lève, il me le marque, je peux pas me marquer l'heure de 23h35. Donc le 15 au soir, la Lune se lève à 23h35. La veille, le 14 au soir, elle se lève à 22h29. Ah oui, non, c'est au contraire, oui, ça fait plus d'une heure d'un soir à l'autre. Donc la nuit va redevenir très vite noire, hein, puisqu'elle descend en déclinaison, effectivement, elle a de plus en plus de peine à se lever et va vers les constellations Vierge, Balance, puis, ça c'est le 12. Mais comment je fais pour sauter comme ça? 13, le 14, le 15, le 16. Voilà, le 16, elle s'approche d'Antares. On va aller à 2 heures du matin, hein, parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Donc, vous voyez, déjà le 14 ou le 15 au soir, à minuit, il n'y a même pas encore la Lune. OK. Donc, elle est conjointe à Antares la nuit du 16 au 17, enfin le 17, en fin de nuit, et elle se trouve sous l'étoile, vous voyez. Et elle est gibbeuse décroissante. J'ai oublié de le dire ici, Antares du Scorpion. Et ici, notre Lune gibbeuse décroissante, donc de la pleine Lune au dernier quartier. On voit le soleil qui s'y couche. Donc elle se lève de plus en plus tard, le 17, le 18. Oh là là, il faut aller tard dans la nuit, hein. Le 19, le 20. Allez, on va aller jusqu'à la nuit du 20, puisque ça s'arrête le 21 à 3 heures du matin, hein. Le 20, à 6 heures. Ah, je peux aller le 21. Le 20, donc elle est conjointe à Pluton, là. Elle est pas loin de Pluton. Et le 21, elle est devant la constellation du Capricorne, il me semble bien, pour la pleine lune, pour le dernier quartier. Et dans le ciel du matin, on voit, donc c'est le dernier quartier là, hein, le 21, dernier quartier, elle se lève à 3h57 le 21. À partir de sa déclinaison minimale, elle va à nouveau se lever, elle va être on appelle ça les signes de courte ascension, c'est-à-dire qu'elle va se lever très très vite. Il y aura peu de décalage entre d'un jour à l'autre son lever, alors que au début, il y en a beaucoup, beaucoup son lever d'un jour à l'autre. Et donc nous voilà donc le 21 à 6 heures du matin. Du côté de l'Est, nous avons Vénus bien visible, mais pas encore très haute. Et puis Saturne qu'on pourra commencer à voir la semaine prochaine. Voilà, et il y a eu une conjonction, elles ont été conjointes la semaine dernière, mais Saturne n'était pas visible. Alors il nous reste peu de temps. Du côté du nord, en fin de nuit, eh bien, on voit comme le ciel a basculé. Voilà, au début de la nuit, la grande ours était là-haut. Elle est passée tout en haut maintenant. Elle arrive en bas en fin de nuit. Le dragon et la petite ours sont à leur culmination au plus haut. Il y a Vega de la Lyre qui est très très haut dans le ciel en début de nuit.
Et voilà. Alors, je ne vais pas rester plus longtemps. Donc voilà, le ciel du matin avec Vénus et la Lune pour le dernier quartier qui s'approche de la constellation du Capricorne. Quelques images pour terminer avec un petit bulletin d'infos. Alors, j'arrête un peu ce partage et je vous partagerai les images au fur et à mesure des news. Parce qu'il faut que j'ai mon petit bulletin sous les yeux, je ne le sais pas par cœur. Ah, voilà, non, c'est pas là. Oh, alors. Ah, c'est là. Alors, les dernières nouvelles de l'espace, les amis. Alors, eh bien, alors, je fais toujours cette petite revue de presse. C'est ce qui tombe dans mon escarcelle, hein, petite revue de presse, recherche par mots-clés. Bon, bah, j'ai peut-être pas tout, mais je vous fais ma petite sélection. Donc, je suis tombé sur un article de Futura Science a très développé. Et si l'Europe prenait la Lune avant les Américains? Donc, ça fait un petit peu l'inventaire. Remarque, je vais partager avec vous le texte, comme ça vous comprendrez mieux, après tout. Et comme ça, quand il y a des images qui vont avec, je vous les mets. Voilà, donc, parce que dans certains domaines, l'Europe est gaz, ça c'est sûr. Après, dans d'autres, on ne peut pas tout seul, mais bon. Ça fait un peu le point sur les capacités européennes. Alors, il y a par exemple Thales Alenia Space qui développe un joli petit module d'habitat lunaire pressurisé qui est vachement sympa. Alors, je vous le montre. Enfin, vachement sympa si vous avez envie d'aller camper sur la Lune. Ah, avant, je vous avais mis deux images de coucher de soleil sur la Lune. Donc, à regarder le 18 avril à 6h30 du matin. Le soleil se couche sur le célèbre trio de cratères Théophilus, Cyrillus et Catharina. Donc c'est le moment de les repérer sur la mer de la sérénité et la mer de la tranquillité. Le 21 à 5 heures, donc on regarde la Lune en fin de nuit cette semaine, on peut regarder le coucher du soleil sur les Alpes lunaires, voilà, au-dessus qui borde la mer des pluies. Alors voilà notre petit habitat pressurisé lunaire, le concept développé par Thales Alenia Space, sa filiale italienne. Ensuite, la Lune ou Mars. Alors, et des articles vraiment des fois complètement désobligeants. La Lune ou Mars, le cap de la NASA toujours incertain, malgré les déclarations de son probable nouveau patron, Jared, enfin, un gars qui a déjà qui est déjà parti dans l'espace en tant que touriste, évidemment, qui a la bouteille sûrement pour ce job. Et bon, il y a des articles très bêtes, franchement, tellement ils veulent casser de l'Elon Musk. Et évidemment que Musk et Trump gardent Mars et Jared, je sais plus comment il s'appelle, garde Mars en ligne. C'est leur objectif final, mais évidemment que ça passe par la Lune. Enfin, tout le bon sens. Donc il y a un bien meilleur article sur la Cité de l'espace où c'est bien détaillé et avec beaucoup moins de parti pris. Je vous invite à aller suivre l'article, à aller lire l'article de la Cité de l'espace. Donc, à propos des cités de l'espace, de Toulouse, il y a tout le temps des nouvelles petites sociétés, petites et moyennes entreprises spatiales à Toulouse, mais pas que. Donc, entre autres, une entreprise spatiale japonaise qui s'installe à Toulouse, ainsi qu'une autre dans l'île-et-Vilaine, pas japonaise, là, bien française, celle-là, qui ont des projets, enfin, qui se développent pour faire du nettoyage de débris spatiaux en orbite basse ainsi qu'une petite entreprise d'Ariège qui travaille avec Anywaves dans le spatial. Voilà, il y a plein spatialement parlant, il y a du dynamisme. Alors, il y a aussi Intuitive Machine là, qui a fait deux atterrissages bancals sur la Lune, tandis que Firefly Aerospace a réussi deux atterrissages, enfin deux alunissages, si vous voulez, magnifiques. Intuitive Machine a fait deux réussites à moitié, puisqu'ils y sont arrivés, mais ils sont les deux fois tombés par côté, et ils n'ont pas pu, ils ont basculé, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Mais ils retentent leur chance et ils ont deux nouvelles pour deux coups avec SpaceX. Et puis on apprend que SpaceX, ULA, je sais plus, enfin, c'est grande société spatiale américaine et Blue Origin signent des contrats de 13,5 milliards de dollars avec le Pentagone. Donc il y a du sérieux côté militaire spatial. Ah oui, il y a un super concurrent à SpaceX
les satellites là pour Starlink, qui s'appelle Spin Launch, ambitionne de lancer 250 satellites en un seul vol. Alors, avec une technologie tout à fait basique pour l'instant, mais sauf pour le déploiement des satellites, là, il pense pouvoir faire mieux que SpaceX. À suivre. Alors, des scientifiques nucléaires chinois pointent un défaut majeur dans le réacteur lunaire américain. Et tant mieux, parce que c'est celui de la mission Artemis, là. Bah, c'est bien qu'ils pointent les erreurs. Les Américains, ils n'avaient pas vu. Merci les Chinois. Parce que ça aurait été un gros bide quand même, hein. Vaut mieux éviter les bides dans des missions pareilles. Ensuite, il y a toujours des nouvelles inventions, mais est-ce que ça marche ou pas? Encore de propulsion sans propulseur, voilà. Pour voyager dans l'espace sans propulseur, une force électrostatique révolutionnaire. On vous verrez. Moi, pour l'instant, je suis en train de lire un passionnant bouquin je vous le montre, Hyperphysique des ovnis de Philippe Guillemont. Là, il y a de la vraie physique et des vraies questions. Et c'est sûrement, évidemment, de la physique hors limite conventionnelle. C'est hors limite. Et une entreprise britannique va cartographier l'univers primitif. Je crois qu'on avait déjà parlé du lancement des satellites, justement, qui vont se mettre de côté face cachée de la Lune pour choper les meilleures ondes radio pour cartographier l'univers primitif, 15 millions d'années après le Big Bang. Au niveau des grands télescopes, la destruction d'une planète avalée par son étoile, par James Webb. Le télescope spatial Gaia, qui a cartographié la galaxie de manière remarquable, va être mis à la retraite après 11 ans de service et de nombreuses avancées scientifiques. Et puis pour finir, eh bien, il y a, alors je vous le montre, j'avais les images décollage d'un vaisseau Soyouz M27 vers la Lune pour emporter deux Russes et un Américain pour la station l'ISS. Voilà, ce coup-ci, c'est pas SpaceX, c'est à nouveau les Russes avec leur Soyouz qui lancent euh, une capsule vers l'ISS pour renouveler les équipages. Voilà, les amis, on va s'arrêter là. Vous verrez le reste dans l'article dont je vous mets le lien. Je vous souhaite une très bonne semaine sous les étoiles et bonne lune. Ciao, ciao, à bientôt.